Petit anachronisme pour commencer cette heure qui n'en manquera pas. Les Vielleux et les Gueux, extrait des fastes de la grande et ancienne Ménestrandise de Couperin au clavecin Scott Ross. Une pièce satirique pour le moins et qui avance masquée. Nous sommes donc au XVIIIe siècle et de gueuserie, de rire et de masques. Il va être question avec vous, Claudine Nedelec et Romain Weber. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Au programme aujourd'hui donc des gueux, du jargon, de l'argot, beaucoup d'argot, celui du bout du XVIe siècle. Et puis pour le collecter, un texte matrice, disons, du temps où les titres informaient tout à fait le lecteur. Le voici donc, La vie généreuse des mercelots, gueux et bohémiens, contenant leur façon de vivre, subtilité et jargon, mise en lumière par monsieur Péchon de Ruby, gentilhomme breton, ayant été avec eux en ses jeunes ans où il a exercé ce beau métier. Plus a été ajouté un dictionnaire en langage blesquin avec l'explication en vulgaire. Voilà qui est dit et voilà qui est long et complet pour ce très bref livret d'une 40aine de pages paru sous pseudonyme donc en 1596 à Lyon, que vous avez traduit, annoté et postfacé pour les éditions Alia, Romain Weber, et comme ça tombe bien, Claudine Nedelec. Vous en avez fait, disons, le cœur, pas tout à fait, en tout cas une bonne partie de votre thèse. En quelques mots, avant d'entrer dans le vif de la langue, se pencher sur un tel texte pour l'une et l'autre, c'était d'abord se pencher sur un vocabulaire, sur un registre, sur un motif, celui de la pauvreté et de l'exclusion. Qu'est-ce que ce texte vous disait à l'un et à l'autre pour que vous vous en empariez? Claudine Nedelec. Je crois que ce qui m'a le plus intéressé dans l'argot, que j'avais découvert assez jeune au temps du lycée à travers San Antonio, c'est cette question qui est comment la littérature peut-elle s'emparer du réel, d'une part, quel est son rapport avec le réel, et un réel qui est caché ou transgressif, dangereux, sur lequel il convient parfois de fermer les yeux. Et d'autre part, quel est le rapport de la littérature à la langue, puisque le grand intérêt de ces textes, c'est notamment de La vie généreuse, d'offrir un dictionnaire d'une langue qu'on ne devrait pas parler, puisque c'est la langue des classes illégitimes, des classes dangereuses, mise en lumière par quelqu'un qui se présente quand même comme un gentilhomme, même si on peut douter de sa gentilhommerie, et en tout cas par quelqu'un qui se présente bien comme un écrivain. Romain Weber. Ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect comique du texte. Je suis venu à ce texte-là en cherchant des textes qui tournaient autour de ma spécialité, c'est-à-dire les recueils de nouvelles facétieuses, en quelque sorte, même si ça s'appelait pas forcément nouvelles à l'époque, et qui sont souvent des très gros recueils. Et en cherchant tout ce qu'il y avait aux marges, s'il y avait d'autres types de textes qui ressemblaient à cette période-là, une période baroque, Renaissance, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres textes beaucoup plus petits qui n'étaient pas forcément des recueils et qui avaient ça cette sont des même petits livrets en tonalité. fait. Enfin, oui, c'est un livret. Là, ça fait 39 pages l'original, donc c'est vraiment minuscule. Et en même temps, il a un aspect recueil, puisque au bout d'un moment, les chapitres s'intitulent Autre bon tour, comme si on en rajoutait. Et donc voilà, je suis tombé là-dessus par hasard et semi par hasard, puisque je cherchais tout ce qui était comique à l'époque et pour voir si ça avait des rapports avec mon sujet d'étude. Qui est donc la littérature facétieuse, alors qui nous amène peut-être plutôt... qui est la littérature facétieuse en recueil, au 15e siècle. Il y a un lien direct, Claudine Nedelec, entre ce texte-là dont on va parler et puis ce qu'on appelle les facéties. Ce texte-là est quand même une sorte de commencement. Parce que quand on remonte dans le temps, on découvre, par exemple, du jargon, c'est pas encore dénommé argot, dès le XIIe siècle. On trouve la mention, avec ou pas quelques mots, d'un langage spécial des classes qu'on appelle au 19e dangereuses, c'est-à-dire celles qui sont les Misérables de Victor Hugo, entre la pauvreté, la mendicité, le vol, jusqu'au crime. Avec une progressive confusion d'ailleurs entre tous ces états. Voilà, avec une espèce de mélange là qui est variable suivant les époques. Et donc là, on trouve
notamment dans le dernier mystère qui a été joué en France, puisqu'ensuite ils sont interdits, en 1527, qui est la vie de Saint Christophe, et qui contient 134 vers, ou à peu près, enfin je sais plus exactement, de dialogue argotique entre des personnages qui sont vraiment des malandrins qui préparent un mauvais coup pour ne pas être entendus et compris dans l'auberge des gens ordinaires. Ils parlent un langage spécial. Il n'y a aucun vocabulaire, etc. Après, il y a vraiment plus grand-chose. Quelques mentions chez les linguistes, mais vraiment pas grand-chose. Et tout à coup apparaît ce texte, 1596, donc à un moment où les guerres de religion commencent à marquer le pas, et où leurs conséquences sont encore très très sensibles, notamment sur le plan de la misère et des routes envahies par toutes sortes de vagabonds, dont des soldats déserteurs. Et ce texte, pour la première fois, décrit, je dirais sociologiquement, le passage du petit marchand ambulant qui fréquente les foires, les mercelots, à la mendicité parce qu'on lui vole sa balle, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'il a à vendre, donc il n'a plus qu'à mendier, et de la mendicité à la grande criminalité, les bohémiens. Oui, alors peut-être ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler, alors même si le texte est très court, il s'y passe quand même beaucoup de choses. Hein, donc ce bref livret raconte de façon autobiographique l'histoire de Péchon, donc qui se dit, c'est un pseudonyme, on va y revenir, mais en tout cas donc de ce personnage, et raconte son histoire, c'est-à-dire d'abord jeune garçon quittant sa maison à l'âge de 8-9 ans, non sans avoir volé sa mère. Il va prendre la route en apprenti mercelot, qui étaient donc effectivement ces marchands ambulants, ces vendeurs ambulants ou camelots de l'époque, qu'il va quitter après avoir été trahi, s'en remettre un peu malgré lui à une bande de gueux et de mendiants experts en tromperie, en feinte et autres fausses maladies, avant donc de rejoindre les bohémiens ou égyptiens, qui pour le coup sont crocheteurs, voleurs, faux monnayeurs. Alors on voit bien qu'il y a une gradation comme ça dans le vice et dans la criminalité. Tout ça avec force détails joyeux, de tours, de façon de vivre, de description, d'organisation. Ce triptyque-là, justement, mercelot, gueux, bohémien, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là de la société et surtout de l'imaginaire collectif, de la façon dont on se représente en fait ces populations en marge, le fait que ce soit ces trois états-là qui soient retenus. Romain Weber. C'est une gradation qui est intéressante parce qu'on voit qu'il y a une descente dans le crime. Au début, on a des bons tours, on a une espèce de joie, il y a des scènes de liberté sexuelle du petit jeune qui est initié, etc. Et puis ensuite, ce sont des voleurs de poules, les mercelots. Et ensuite, on descend vraiment avec les mendiants dans quelque chose qui pourrait faire penser à Halloween, c'est d'actualité. Il y a beaucoup de scènes qui sont horribles, mais en même temps joyeuses. On ne tue pas les gens, on va dépouiller des cadavres pour essayer de faire donner, faire pitié pour avoir de l'aumône. Maladies, et on vole. Des plaies épouvantables, voilà. fausses. Et tout ça étant pour voler. Il n'y a plus de vente du tout, alors que les mercelots sont quand même des vendeurs, même si occasionnellement ils peuvent voler une poule. Ensuite, quand on arrive avec les bohémiens, on est vraiment dans l'horreur totale. Là, les bohémiens sont prêts à tout, ils sont extrêmement violents, ils s'attaquent quand ils sont découverts, ils s'attaquent à un village entier, sont armés, ils n'hésitent pas à blesser. Et en même temps, ils sont extrêmement rusés puisqu'ils ont des trucs pour arriver à échapper au droit et à la justice. Donc, on a vraiment une représentation là de ce qui est totalement étranger et qu'il est impossible de réincorporer dans la société. Je pense qu'on a vraiment un panorama de trois classes qui sont trois formes de marginalité représentées comme dangereuses. La marginalité des travailleurs pauvres, on dirait. Oui. Les mercelots, ils vont de foire en foire vendre leurs objets. Il faut porter la balle. Le petit jeune trouve que c'est très lourd à porter et que c'est fatigant. Ils ont quand même des règles de fonctionnement. Et il imagine ensuite que les gueux ont eux-mêmes une structure qui est une structure là d'une contre-monarchie
Avec très hiérarchisé. Très hiérarchisé, des représentants des provinces, donc des intendants de province, ce qui est le terme de l'époque officiel, des impôts, des punitions pour ceux qui contreviennent aux règles. Voilà, c'est cet imaginaire d'une contre-société qui est tout de même ordonnée d'une certaine manière et en même temps totalement hors norme. L'argot, ça fait partie du fait que c'est une société et comme toute société bien organisée, elle a sa langue. Et pas mal de pistes de réflexion intéressantes qui montrent que on n'est pas du tout dans la description d'une réalité, mais on est dans la construction il y a quelques réalités qui sont attestées. Par exemple, il est attesté, il y a en Bretagne, je ne sais plus à quel endroit, il y a un endroit qui s'appelle toujours le Pré des Gueux, ce qui signifiait qu'il y avait des sortes de rassemblements. Toute la légitimité de la répression et aussi tout ce que fait craindre ces textes en arrière-plan, c'est que ces gens sont pauvres mais extrêmement puissants. Et ils sont véritablement de contre-société. Tout ça semble disparaître et être vraiment de l'idéologie. Oui, alors puissant et riche, hein, parce que oui, en suivant, enfin, ou alors puissant parce que riche et inversement, voilà. Nombreux. On y apprend notamment qu'on y mange fort bien, mouton, lard, safran, vin, du meilleur vin, etc. Alors, puisqu'on parlait d'assemblée, de réunion, d'états généraux, alors voici un extrait du texte. Ils s'assemblèrent tous à l'issue d'un grand village près Fontenay-le-Comte, et là, le grand Coër, qui était un très bel homme, ayant la majesté d'un grand monarque, et la façon brave, avec une grande barbe, un manteau à 10 000 pièces très bien cousu, une hoquette bien pleine sur le dos, la besace bien garnie à côté, le manteau attaché sous la gorge avec une tête de matraz en guise de bouton, appelé bouson en notre paroisse, une jambe très pourrie, qui l'eût bien guéri s'il l'eût voulu, une calotte à 500 en plâtre et la tête assez fort bien teigneuse. Alors, suit encore une longue description. Donc, il y a quand même des descriptions extrêmement détaillées, notamment des vêtements. Est-ce qu'il faut croire ces détails-là, ou est-ce que ces détails-là sont là pour, ma foi, affirmer le pacte entre le lecteur et l'écrivain, le lecteur ayant tout à fait bien envie de croire à ce qu'on lui dit. Alors, en même temps que les guenilles, il a aussi les signes du mendiant trompeur, puisque sa jambe très pourrie, qui l'eût bien guéri s'il l'eût voulu, elle n'est pas pourrie du tout, mais c'est du maquillage. Le mot maquiller, ça veut dire ça, à l'époque. Il y a aussi ce que vous n'avez pas lu, c'est qu'il porte un grand bâton, ce qui est la caractéristique de tous les voyageurs, mendiants, vagabonds, y compris les pèlerins, vrais ou faux de Saint-Jacques. Mais dans ce grand bâton, une bonne lame comme d'un fort grand poignard et 2 pistolets dans sa besace. Autrement dit, vous voyez, il combine aussi le signe à la fois de l'errant et de l'homme dangereux. Les gueux, c'est le noyau central du texte, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus affriolant, de plus dégoûtant. Enfin, c'est ce qui est censé attirer le public. Alors vous ajoutez, Romain Weber, en fin d'ouvrage, quelques annexes qui forment comme ça une sorte de brève histoire du rapport à la mendicité, du point de vue de la loi notamment. Par exemple, la première ordonnance contre la mendicité et l'association entre mendicité, oisiveté et vol, établi en 1351, ou encore bien sûr le procès de la bande des coquillards en 1455, jusqu'au code pénal qui depuis Napoléon punit le vagabondage et la mendicité, un délit qui disparaît seulement en 1994 du dit code pénal, mais qui fera place, comme on le sait, aux nombreux arrêts municipaux. Dans quel débat, dirons-nous, quant à l'errance, parce qu'en fait c'est bien de ça qu'il s'agit, quant à l'errance s'inscrit ce petit livre de Péchon d'Enruby? Il y a eu énormément de législation, d'actes royaux qui ont été publiés pour essayer de contenir. Ça ne dit rien sur l'organisation des gueux, mais ça et des mendiants et des vagabonds et des nomades, mais ça dit par contre leur existence, c'est sûr. Et ça dit aussi la peur que l'État a eue d'être déstabilisé par
par une frange de la population qui était dans une misère noire et donc pas contrôlable. Dès la Renaissance, il y a pas mal de publications d'actes royaux, donc de textes légaux pour punir, pour encadrer toutes ces populations. Et on a tous le souvenir du texte sur le grand renfermement de Foucault. Une grande partie des travaux de Foucault tournent autour de ces questions de l'altérité et de comment traiter la pauvreté ou la folie. Effectivement, en 1656, il y a l'hôpital général, qui est une institution qui est créée justement pour enfermer le plus de pauvres possible et les contenir, donc faire en sorte qu'ils ne soient plus visibles. Et pour les bohémiens, c'est encore une autre histoire, parce que il semblerait qu'il y ait eu au XVe siècle un moment à peu près calme où ils faisaient partie de la société française, mais semble-t-il, dès le XVIe, il y a des publications des ordonnances, une ordonnance de Charles IX par exemple, en 1561, qui ordonne à tous les bohémiens, alors bohémiens, il faut effectivement voir ce que ça recouvre, mais de quitter la France sous peine, pour les hommes, des galères, et pour les femmes, une peine d'infamie, enfin des galères de 3 ans. Et ensuite, il semble que sous Louis XIV, les galères qui se développent énormément aient besoin de main d'œuvre. Il y a plein de textes qui attestent de la question, et à ce moment-là, la solution trouvée, c'est que systématiquement tout bohémien qui n'aura pas quitté la France dans les 2 mois après la publication de l'ordonnance faite par Colbert et Louis XIV soit envoyé aux galères à perpétuité pour le fait d'être bohémien. Et les femmes sont envoyées les femmes et les enfants dans les hôpitaux. Qu'est-ce que regroupe alors le terme de bohémien ? C'est une espèce de catégorie sociale qu'on appelle d'ailleurs aussi les Égyptiens, qui à la fois suscite une certaine attirance, parce qu'on en trouve par exemple dans les ballets de cour. Moi, ce que j'ai trouvé au XVIIe siècle, c'est que bohémiens ne semble pas désigner ni un groupe religieux, ni un groupe ethnique, mais des troupes armées qui attaquent des villages entiers et qui ravent tout ce qu'ils peuvent. Et ça, on le trouve par exemple dans le roman comique de Scarron, où à un moment, il y a une bande de bohémiens qui investit comme ça une métairie, qui mange les poules, qui rafle tout ce qu'il peut rafler, et qui menace le propriétaire, ou il les laisse faire, ou il le tue. Moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est que la question, au XVIIe siècle, au fin de XVIe, au XVIIe siècle, jusqu'à justement les ordonnances Louis XIV qui semblent trancher dans le vif, c'est que faire de la recommandation chrétienne de donner l'aumône aux pauvres. Est-ce que c'est à ce moment-là que la pauvreté va tendre à perdre sa valeur positive d'une certaine façon ? C'est-à-dire c'est un moment où la situation est tellement grave, parce qu'il faut s'imaginer cette France du début XVIIe siècle jusqu'à 1630 à peu près, où c'est quand même bien la pagaille, on peut dire. Aussi bien du point de vue de l'autorité politique, avec l'assassinat de Henri IV, au niveau religieux, parce qu'en fait, le problème, il est toujours pas résolu, et ça dure au moins jusqu'à la paix d'Alès de 1630. Et que faire avec tout de même et c'est étonnant, je pense que ces auteurs sont des catholiques convaincus. Ils sont convaincus que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la réponse va être, on va distinguer les bons pauvres et les mauvais pauvres. Romain Gobert. Et d'ailleurs, l'Ancien Régime ne met pas fin à la chasse aux bohémiens, qui ont pu changer de nom entre-temps, mais à la chasse aux nomades, puisque en 1912, l'État français met en place un carnet anthropométrique d'identité pour tout nomade. Et il doit être tamponné à chaque déplacement, donc il y a vraiment un contrôle, ce qui est d'ailleurs un régime d'exception totalement inédit en France, puisqu'il est fondé sur la race, entre guillemets. Et ce carnet est abrogé en 1969, mais immédiatement après sont mis en place des livrets de circulation et des carnets de circulation qui, là encore, rend susceptible d'être emprisonné ou d'être mis à l'amende si on ne le possède pas sur soi. Et ce n'est abrogé qu'en 2017. Donc on a une permanence dans le contrôle des nomades. On est vraiment dans une situation de 2 conflits, de 2 modes de société, et sauf qu'il y en a un qui domine, et qui a le pouvoir.
Pour ce que vous évoquiez, Claudine Nedelec, sur justement ce moment particulier où la pauvreté va perdre sa valeur positive dans le sens chrétien du terme, donc où il y a cette question entre charité chrétienne et morale de l'exclusion, parce que c'est en fait là que se joue le nœud. Dans quel camp se trouve, on va en revenir au texte, se trouve Péchon de Rubis? Au fond, quel discours sur la pauvreté s'agit-il de produire pour lui, pour celui qui se cache derrière Péchon de Rubis? De ce point de vue, Péchon de Rubis n'est pas le plus intéressant dans la mesure où ça en reste quand même au niveau de, malgré tout, une littérature de divertissement, qui se conclut par... attendez, je vais retrouver la phrase... ces folies mêlées de cautèle, c'est-à-dire de ruse, c'est afin que chacun s'en prenne garde. Donc, j'ai fait mon travail d'écrivain, j'ai prévenu les honnêtes gens des dangers de ces personnes. En même temps, il s'agit de décrire des bons tours, donc de faire rire le lecteur. Il n'y a pas vraiment une réflexion sur cet état de fait. C'est plus une sorte de récit, en quelque sorte, où il y a... d'ailleurs, le personnage qui dit « je » ne réfléchit jamais à ce qui lui arrive. Il a plus de choses à vendre, il devient gueux, il entre chez les gueux. On le trahit chez les gueux, il prend contact avec une bande de bohémiens, mais il nous dit pas pourquoi, comment, si ça lui pose des problèmes ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans une littérature de ce sens moderne ou psychologique. Qu'est-ce qu'on fait avec cette injonction d'aider les pauvres, les souffrants, les misérables, et ce souci social et politique de contrôler la criminalité, comme aujourd'hui. Vous savez, c'est un peu mais la criminalité a haussé de tant de %, donc il faut faire quelque chose. Et évidemment, ceux qui sont les coupables, ils sont tout désignés. Alors c'est que aussi la valeur du pauvre va changer aussi à mesure que s'installe l'idéologie du travail, j'imagine, parce que le pauvre progressivement est aussi celui qui ne travaillent pas. Et donc c'est ce à quoi on assiste dans ces années-là aussi. La peur de l'oisiveté, mère de tous les vices, comme chacun sait, est souvent exprimée dans ce texte. Et pour répondre à votre question sur le statut de ce texte, savoir comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ces problématiques de pauvreté, d'aide ou de rejet, il est dépendant du genre dans lequel il s'insère. Une facétie est toujours ambiguë sur la question. Et il y a énormément de recueils facétieux qui ne parlent pas des pauvres, mais qui parlent de bons tours, donc de vol. Et à chaque fois, on nous présente ces textes, en tout cas les pièces liminaires qui sont à l'intérieur, les épîtres, les introductions quand il y en a une, où les propos de l'éditeur se positionnent en disant je vais vous divertir, en même temps c'est pas très sérieux, et à la fois vous pourrez apprendre des bons tours que vous allez voir jouer, de quoi vous prémunir contre le vol. Et dans le texte lui-même, il y a une épître. Le texte s'ouvre sur une lettre à un ami, et elle conseille à cet ami de lire le texte. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu, semble-t-il, beaucoup d'argent, ou en tout cas, il n'arrive pas à vivre sur le pied sur lequel il voudrait vivre. Et le texte dit, en lisant les bons tours que je te présente, tu vas pouvoir te renflouer. Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manou Farid. Toujours dans La vie généreuse, toujours chez Péchon de Rubis, il va détailler quelques tours organisés, imaginés par les gueux, par les mendiants, justement pour obtenir l'aumône. Donc je vous en lis un petit extrait. « Et passant un soir auprès d'un gibet, la vigile d'une foire de Niort en Poitou, où il y avait 3 pendus nouveaux, notre chef fait ferme au pré et nous fîmes du feu, faisant feinte de camper, et repûmes environ 2 heures de nuit. J'avise mon cagou, qui tire de sa besace 4 tire-fonds et une grande boîte, et nous mène au pied du gibet. Et moi, étonné, les cheveux me levaient en la tête de frayeur, il pose l'un de ses tire-fonds contre un des piliers qui étaient de bois, appelle ce neveu et lui dit « Tiens, monte jusque là-haut.
ce qu'il fit promptement. Ce docteur fit couper un bras de l'un de ses pendus et le met en son bissac, et nous enviâmes le Pelé à 2 lieues de là et arrivâmes à Niort, où nous trouvâmes grand nombre de nos frères qui ne manquèrent pas de reconnaître ce lieutenant de roi, comme la raison leur commandait. Avant que le jour fût bien éclairci, il attache le bras de son neveu derrière, fort serré, et ayant sur son dos un paquet pour couvrir le jeu et un mantelet à 1000 pièces attaché par-dessous la gorge, il attache ce bras de pendu au mouvement de l'épaule du neveu, et en écharpe, en un grand linge tacheté de matière de plaie et avec proportion, tellement que l'on jugeait être le bras naturel. Donc on comprend bien. Alors il y a d'autres tours du même ordre, pire même. Je vous passe les détails, mais il faut lire le texte pour ça. Donc il y en a d'autres. C'est aussi destiné, j'imagine, à faire rire, hein, parce que les tours suivants, même, on est presque dans la bouffonnerie. Il y a quelque chose de vraiment presque carnavalesque, avec un épisode grotesque, en tout cas. Le oui. monstre qui fait rire. Et donc ce rire-là, est-ce que c'est un rire qui est simplement destiné effectivement à divertir le lecteur, ou est-ce que c'est un rire qu'on peut aussi imaginer comme étant un rire subversif, d'autant plus subversif qu'il s'agit aussi, puisqu'on parlait de grotesque, de décrire des organisations et des règles, hein, qui miment fort bien les règles en cours dans la société dite normée, mais qui sont poussées jusqu'à l'absurde. Est-ce qu'il y a une forme de transgression, ou est-ce que je lui prête trop d'intention à Péchon de Rubis ? Oui, il y a une forme de transgression, c'est certain, mais c'est aussi là-dessus que joue l'attrait du texte. C'est de jouer avec ce qu'on ne devrait pas dire ou ce qui ne devrait pas être publié. Il faut pas oublier aussi que c'est dans un circuit éditorial tout à fait particulier que ça paraît, hein, puisque c'est la raison pour laquelle ce sont des tout petits livrets. Ça paraît dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliothèque bleue, c'est-à-dire un circuit éditorial généralement d'origine provinciale, et un circuit qui est destiné à vendre du très peu cher et précisément par des colporteurs sur les marchés. Pour ça, c'est tout petit, ça fait partie de ces livres. On envoie des gravures accrochées à une ficelle au-dessus de l'étal ou dans une boîte, les colporteurs, avec les petits livrets qui sont très certainement destinés à des lecteurs, je dirais, inhabiles. Tout petit chapitre, découpage, y compris même le fait de mettre un dictionnaire, me semble-t-il, un côté didactique. Voilà, c'est un circuit très particulier. Après, ça peut être récupéré par la littérature de haut niveau, puisqu'on retrouve de l'argot dans, par exemple, la comédie de Claude de l'Étoile qui s'appelle L'intrigue des filous. L'intrigue des filous, qui est une comédie en alexandrin, et qui a été joué devant la cour et le grand public parisien. Donc là, on est... Mais voilà, on a aussi ce phénomène d'une récupération d'une littérature de grande diffusion, de grande consommation, et destinée au départ... Alors je ne dis pas que l'auteur lui-même l'est, hein, mais destinée au départ à un public de petits lecteurs. Quand vous dites grande diffusion, est-ce qu'on a une idée de combien de personnes ça peut toucher, par exemple, un livre comme celui-là ? On en retrouve énormément de ces petits livrets. On retrouve énormément de traces du fait qu'ils étaient lus, y compris pour dire quand même, j'ai un scandale qu'on lise ça. Et ça dure jusqu'en 1850, jusqu'à l'interdiction de la littérature de colportage, policière, hein, justement au nom de la morale publique. Alors évidemment, on va trouver une autre solution pour diffuser la littérature auprès des classes, je sais pas comment les appeler, pour populaire. Pas populaire, mais populaire avec des guillemets. Juste avant de partir sur autre chose, oui. Je pense que si ces textes transgressent quelque chose, c'est surtout la civilité qui est en train de s'imposer. Donc une morale du comportement, des paroles, mais ça transgresse pas grand-chose. On rit justement de la transgression de la civilité, de dire des grossièretés, de montrer des choses qui ne sont plus considérées comme honnêtes, mais c'est une très légère transgression, une transgression qui entraîne du rire et pas grand-chose d'autre. Sauf dans certains milieux, évidemment, qui peuvent être extrêmement rigoristes, mais pour le grand public,
C'est un des grands attraits de la littérature de facétie à l'époque. C'est justement... et ça dure très longtemps, hein, ça dure tout le XVIIe. Montrer que transgresser des paroles qui ne soient pas extrêmement normées n'est pas très grave et que, au contraire, ça apporte plutôt une joie. D'ailleurs, on n'a pas de traces de condamnation de ces ouvrages, y compris à des époques où la censure se fait plus, par exemple sous Louis XIV. Ils continuent à être publiés et ils ne sont pas condamnés. J'ai trouvé même, je crois, c'est début 18e, ils n'ont pas de privilège. Le premier, la vie généreuse, a une permission, mais il faudrait la renouveler. Et en tout cas, le jargon n'a rien du tout comme passeport officiel. Mais c'est pas grave, c'est publié depuis longtemps et c'est diffusé depuis longtemps, donc tant pis, on va pas poursuivre. Donc vous voyez que même le pouvoir politique du début du XVIIIe estime que c'est pas très dangereux. Parce qu'au fond, créer une contre-société avec un roi, un ordre hiérarchique, etc., c'est rendre hommage à l'ordre. Hein ? C'est une parodie, ça ne fait pas de mal à ceux que ça parodie. Il n'y a pas du tout de remise en cause, justement. Même les gueux reconnaissent qu'une société ne peut fonctionner qu'avec un roi et une hiérarchie. Alors tout va bien. Je pense même que le pouvoir était intéressé par le fait de répandre dans la société de manière assez courante le fait que les gueux et les voleurs étaient puissants, organisés, ce qui était une manière de ensuite légitimer toute répression. Alors c'est aussi un texte, donc si on ne sait rien de ce péchon de Ruby, c'est un texte qui dit malgré tout aussi quelque chose de l'écrivain, en tout cas de la place de l'écrivain qui est à la fois, donc qui utilise ce jargon, qui utilise l'argot, mais qui bien sûr ne peut pas faire partie des gueux, donc qui se trouve à un endroit où à la fois il est, j'imagine, légitime et illégitime. Là aussi, il doit y avoir un pacte avec le lecteur, je suppose, qui croit, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il faut se poser des questions sur la véracité du jargon utilisé à proprement parler, si là aussi il y a une forme fictive du jargon utilisé par Péchon de Ruby, ou si... En l'occurrence, on ne sait rien, à mon avis. Le seul cas où il y a des preuves, je dirais, officielles, c'est les coquillards, puisque le lexique des coquillards est transcrit lors de l'instruction de leur procès par la justice. C'est une bande de voleurs et de criminels qui a sévi en France, alors c'était vers 1450. 15e, c'est ça, au milieu du 15e siècle. Au milieu du 15e siècle, et qui a fini par être arrêté sur dénonciation. Donc il y a un procès qui a été célèbre, dont on a gardé les archives, qui ont été publiées au début du 19e siècle par un archiviste. Au cours du procès, il y a cette phrase, je crois, le président, les juges demandent est-ce que vous n'avez pas un langage exquis qui vous est propre? Et celui qui est à un moment interrogé donne une liste des mots particuliers qu'il emploie. Et le juge qui retranscrit une partie des données que nous avons, lui, associe tout de suite la bande à une bande structurée avec un roi. C'est il y a une historienne qui s'appelle Valérie Toureille, qui est spécialiste de la justice au Moyen-Âge, qui a fait plusieurs articles à ce propos-là, mais ça fait pas très longtemps, ça fait dans les années 2010, quelque chose comme ça, et qui montre, elle s'interroge vraiment sur les fondements historique de cette espèce de contre-société hiérarchisée, et pour elle, il semble que ça soit là encore une invention, que ça soit plaqué des schémas mentaux sur quelque chose il y avait une bande, mais c'était pas une contre-société organisée, hiérarchisée. Avec une langue secrète. Peut-être juste pour en revenir à cette figure de l'écrivain et à cette place de l'écrivain, parce que du coup on s'est éloigné en faisant un détour par les coquillards, le fait que l'écrivain, dans ce type d'ouvrage, et en l'occurrence la Péchon de Ruby, soit à la fois du côté du criminel par la langue qu'il emploie, et puis du côté du lettré du fait de sa profession d'écrivain, ou en tout cas de son acte d'écrivain. Qu'est-ce que ça dit aussi de cette époque-là et de ce que c'est que l'écrivain, qui serait à la fois ici et là?
comme c'est un texte à la première personne, c'est en quelque sorte un texte de repenti. Il joue la figure de l'écrivain qui témoigne d'une expérience vécue. Mais il a bien une posture d'écrivain, ce qu'il n'y a pas, par exemple, il me semble, dans la vie de Lazarillo de Tormes, où ça se raconte. Je raconte mon histoire. Je ne prétends pas. Donc il a une posture d'écrivain. Et ça, on va se retrouver ça très, très, très souvent. Même chose pour Chéreau qui le suit. Il nous dit que s'il connaît ce milieu et son langage, c'est parce qu'il les a fréquentés dans sa boutique. Il est maître sergetier en la ville de Tours. Et dans sa boutique, il a eu des compagnons qui sont, soit qui venaient du milieu des gueux, soit qui y sont retournés parce qu'ils étaient sans ouvrage. Et que c'est par ce biais-là et par le témoignage de Péchon de Ruby qu'il sait ce langage et qu'il est donc légitime à l'apprendre aux honnêtes gens qui, par là, pourront se garder du danger de ne pas comprendre les choses qui se trament ou se trameraient, notamment les vols. D'où le dictionnaire chez Péchon de Ruby, qui est quand même une première, quelque chose d'assez particulier. Donc, en tout cas, un paradoxe. Donc, il y a cette idée du jargon, effectivement, qui serait cette langue secrète, qui ne serait pas accessible à ceux qui sont dans la norme. C'est tout jargon a cette double fonction, en fait. Hein. C'est d'une part une fonction de reconnaissance de soi à soi. Hein, je reconnais l'autre comme un criminel. C'est ce que fera beaucoup plus tard Vidocq, qui parlera argot alors qu'il est policier pour faire croire qu'il est le voleur lui-même et pour apprendre ce qui se trame. Donc, fonction de reconnaissance interne et fonction de protection vis-à-vis de l'extérieur. Mais il y a une troisième fonction pour les écrivains, qui est la fonction du jeu avec les mots, du goût des mots. Par exemple, on s'aperçoit que dans le dictionnaire de la première édition, de 1596, d'abord il n'est pas dans l'ordre alphabétique, et il est dans l'ordre argot français, ce qui fait qu'il ne sert à peu près à rien pour comprendre les mots du texte. En plus, il y a des mots du texte qui ne sont pas dans le dictionnaire, et inversement, et ça commence quand même par le franc mitou, Dieu, les franges volantes, les anges, le franc rasé, le pape, le franc ripot, le roi. C'est vraiment pour plaisanter, ça. On sent bien que c'est un jeu de création lexicale d'un personnage qui s'est amusé à partir d'une base de quelques mots qui sont dans la langue, je dirais, presque courante. Par exemple, le mot arti pour dire le pain, on le trouve dès le XIIe siècle. L'auteur n'invente pas tout. Il semblerait que Romain Weber. 80% des termes d'argot qui sont dans le livre, aussi bien disséminés à l'intérieur de la narration que dans le petit dictionnaire de 3 pages à la fin du texte, 80% de ces termes existent déjà à l'époque, sont répertoriés dans d'autres. Il y aurait 20% de termes qui ne sont pas voilà. Donc il y a une part d'invention et une part de récupération. Ces 20% peuvent être aussi des termes qui ont existé, mais qui n'avaient pas été mentionnés et dont on n'a pas gardé trace. Mais en tout cas, voilà, c'est pas Péchon de Ruby qui invente ce vocabulaire. Quand un mot ou une phrase d'argot est insérée dans le texte, elle est traduite juste après. Ouais. Mais pas toujours. Et il y a tout un jeu avec le lecteur qui fait que on va comprendre 95% du texte, mais il reste une petite énigme, puisque certains mots ne sont pas ni traduits dans le texte, ni donnés dans le lexique à la fin. Et puis, dans le lexique à la fin, il y a aussi des mots qui sont donnés et qui ne sont pas dans le texte. Donc, il reste un jeu. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Un jeu, mais une forme de marqueterie, parce que tous les mots d'argot sont écrits en italique. Ils sont bien repérés, bien mis en repérés. Avec quelquefois une petite étoile et puis l'explication à côté comme une note de bas de page. Moi, c'était sur le côté, si je me souviens, on pouvait pas le faire dans le mode éditorial, donc on l'a pas fait. Alors c'est ça justement, quand vous parlez de marqueterie, Claudine Nedelec, c'est exactement ça. En tout cas pour le lecteur qui affronte d'une certaine façon ce court texte, il y a comme ça un effet aussi de discordance à la lecture pour nous en tout cas.
cas avec des changements et de registre et de forme, avec le fait qu'il y ait cette italique, qu'il y ait les mots à lire sur le côté, donc il y a une lecture assez désordonnée, en tout cas qui demande un effort pour nous, et en même temps une écriture qui est une écriture du désordre d'une certaine façon. Les mots à lire sur le côté, c'est moi qui les ai mis dans l'édition. Oui, ça j'imagine bien. Ils sont pas dans l'original. Non, ça pourrait être aussi les notes marginales sont quelque chose de très courant à l'époque. C'est pour les imiter que. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'on un côté baroque pour le coup. Voilà. Si on veut utiliser le mot baroque, c'est qu'on est aussi dans une certaine indifférenciation des genres. Ajouter un dictionnaire dans un ouvrage narratif, c'est déjà un petit peu un mélange, mais il n'y a pas que le récit bien clair des 3 étapes, il y a aussi des histoires autres bon tour qui a l'air de s'introduire là-dedans et qui peut être, comme vous disiez, un peu tout à fait découpé, lu pour lui-même. Il y a donc aussi à la fin, une sorte de prière en argot. Une chanson. Il y a au lecteur, dans l'édition, on va trouver dans l'édition de 1627 un petit poème. Voilà, donc il y a aussi la marqueterie des genres qui sera encore plus sensible dans le jargon de l'argot réformé, où on passe à peu près par tous les genres littéraires de l'époque, sans grand souci de cohérence narrative. Qu'est-ce que c'est que ce passage alors du jargon à l'argot ? 1627, dernière édition, avant le 19e, de La vie généreuse. En 1628, on ne sait pas, c'est 28 ou 29, la date n'est pas très précise. Apparaît un autre ouvrage qui s'appelle donc Le jargon ou langage de l'argot reformé ou réformé, on ne sait pas puisque c'est pas accentué dans le texte, mais ça, comme il est à présent en usage parmi les bons pauvres, Et cette publication, qui est dite seconde édition, à Paris, chez la Veuve du Carrois, rue des Carmes, et reprend la matière narrative, on va dire, reprend la matière à la fois de la représentation des gueux comme une société hiérarchisée, qui se réunissent en états généraux, qui font un certain nombre de bons tours, etc., reprend le dictionnaire, puis ajoute un dialogue de 2 argotiers, l'un polisson et l'autre malingreux, qui se rencontrent juxte la lourde d'une vergne. Alors, je traduis ces 2 argotiers. Alors les polissons sont des jeunes mendiants qui font semblant de très pauvres, misérables, abandonnés par leurs parents, orphelins. Et le malingreux, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être malade. Malin, d'où le mot malingre en français maintenant, qui se rencontrent à côté de la porte d'une ville. Et là, ils discutent de leurs petites affaires. Le polisson se met à chanter une chanson, même 2, 3 chansons. Ensuite, ils font une prière, oraison et prière de l'ange, au grand havre, c'est-à-dire au Dieu. Et ensuite, il y a un procès entre 2 gueux qui se disputent la même femme. Donc on voit ce procès évidemment parodique d'une forme procédurière avec les réquisitions, la sentence, la punition, etc. Puis la cour des miracles. Puis un poème en alexandrin un peu boiteux sur réjouissance des argotiers sur la prise de La Rochelle. C'est-à-dire que c'est un texte qui est fait de bouts et de morceaux et qui joue du plaisir de... au fond, toutes les formes littéraires dans lesquelles on peut introduire de l'argot. Mais le changement, mais le changement de mots, c'est-à-dire le fait qu'on parle jargon et on parle argot, est-ce que ça désigne quelque chose, ce changement-là ? Alors, argot voulait dire au départ la société gueuse. Et c'est un petit peu plus tard, apparemment, c'est difficile de savoir, que ça désigne le langage. Et cette idée que ça désigne la société gueuse et son langage dure assez longtemps, jusque même au début du 19e siècle, avant que ça devienne... Alors que jargon a disparu en ce sens-là, c'est-à-dire jargon existe toujours, mais n'a plus le sens de langage propre aux gueux, aux mendiants et aux vagabonds.
Il semble que T'as cette perdu ce évolution sens-là. ait déjà existé auparavant, puisque Oui. l'argot qu'on retrouve dans la bande des coquillards, mais qui se parle aussi, enfin qui s'écrit dans les poésies de Villon, puisqu'il y a des poésies Jargon en et jargon. Jobelin. Voilà, et il semble que on ne trouve pas non plus une continuité complète entre tous ces termes. C'est-à-dire que les termes d'argot que l'on trouve dans le Jobelin de Villon ne sont pas exactement les mêmes. Il y a quelques termes communs avec ceux de Péchon, et de même manière il y a une évolution, il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de choses communes. Je pense que cette idée que l'argot a été réformé, en tout cas le langage des gueux a été réformé, je pense que c'est une annonce publicitaire pour dire voilà, il y a du nouveau, achetez mon bouquin. D'ailleurs, il le dit parce que dans son dictionnaire, il y a la dernière partie du dictionnaire, c'est les mots qui ont changé parce que trop de marpeaux entervaient, c'est-à-dire trop de gens ordinaires comprenaient le langage, donc il faut changer les mots pour rester secret. Et c'est évidemment... Alors, l'histoire du secret est quand même quelque chose d'assez étonnant, puisque elle est systématiquement mise en avant par la critique et par les gens qui ont lu ou étudié ces textes, mais il faut voir que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut rester secret, si on parle argot et qu'on est entendu par quelqu'un qui ne le parle pas, on est immédiatement désigné comme mendiant. Donc ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que pour se faire repérer, si on veut être discret, il y a quand même plus efficace. Eh oui, mais Vidocq encore fréquente les bouges et repère les voleurs grâce à leur langage. C'est normal qu'ils les repèrent, mais ça ne veut pas dire que donc ce langage ait été justement un outil pour rester secret, puisque ça vous dénonçait. Ô vieux, passez les gueux. Brassens, forcément mettant en musique non pas Péchon de Rubis, mais Jean Richepin, le poète. On aurait pu évoquer évidemment les soliloques du pauvre ou Bruant. On aurait pu, on l'a d'ailleurs, évoqué Hugo, Vidocq, Les derniers jours d'un condamné, qui on n'a pas le temps de le lire, mais qui glisse une chanson en argot. En tout cas, le 19e siècle, pour sûr, qui vient prolonger tout ce dont on vient de parler, ou qui vient ranimer, ou qui vient le reprendre. C'est à ce moment-là qu'on redécouvre, par exemple, Péchon de Rubis et ces textes-là. À moi, en tout cas, c'est mon hypothèse. Et ça a pu passer par Nodier, Charles Nodier, qui était donc bibliothécaire à l'Arsenal, et qui était l'ami de Balzac, de Victor Hugo, et qui est un des premiers à avoir écrit en linguiste sur l'argot. Enfin, en linguiste, je veux dire moderne, entre guillemets, puisqu'il y a des linguistes au XVIe siècle qui déjà le mentionnent, notamment Henri Estienne. Mais il y a un renouveau, je pense, par ce biais-là, par une redécouverte en bibliothèque, qui ensuite a pu se conjuguer avec des expériences, disons, personnelles, puisque Balzac connaissait très bien Vidocq, l'avait fréquenté dans les salons, puisqu'à un certain moment, Vidocq était directeur de la police de sûreté, donc il faisait partie du monde qui se fréquente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois donc cet ancrage sur le réel, parce que Vidocq, c'est un réel personnage qui a vécu un peu ça, c'est-à-dire que lui, il était fils de boulanger, il est, je sais plus s'il est chassé de chez lui ou s'il part de son plein gré, mais enfin, il part très jeune de chez lui, il traverse toutes les troubles de la Révolution française dans le nord de la France, et souvent jusqu'à la Belgique, la Hollande, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vraie vie, au fond comme celle de Péchon, allant de Malempie et se finissant par se retrouver bagnard tout de même, et qui se repentit en proposant au directeur de la police de l'époque de participer à la chasse des criminels sur la foi de son expérience. Donc on a un peu ce même... Et là on est dans quand même du réel, même si ces mémoires, elles sont sans doute romancées. Et c'est pas tout à fait lui qui les a écrites. Et de l'autre côté, cette tradition littéraire qui ressurgit comme ça de temps en temps. Et ce qui m'avait frappé, moi, c'est que début du XVIIe siècle, La vie généreuse de Jargon, début du XVIIIe siècle, l'affaire Cartouche, début du XIXe siècle, l'affaire Vidocq.
Parce qu'au moment où les mémoires paraissent, il y a au moins 15-20 romans inspirés des mémoires de Vidocq qui paraissent. Le début du 19e, ou le 19e, c'est aussi un grand siècle où des érudits, des écrivains et des imprimeurs, des éditeurs redécouvrent la littérature, les littératures de la Renaissance jusqu'au 18e siècle, qui était un peu... cette littérature qui est non officielle et non scolaire. Et surtout, les livres ne se trouvaient pas facilement ou étaient chers. Et donc, il y a les bibliophiles, qui est vraiment un mouvement important d'éditeurs qui rééditent cette littérature. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Péchon de Rubis, bizarrement, au XXe siècle, en achetant les variétés historiques et littéraires. Une énorme compilation de plein de petits textes allant du XVIe au XVIIe siècle, publiés dans les années 1850. Et voilà, en feuilletant cette chose-là, je trouve au milieu le Péchon de Rubis. Donc j'ai encore hérité de cette redécouverte. Bon, il était bien étudié, j'en avais aucune idée, mais je me suis rattrapé après. Qu'est-ce qui nous reste pour finir de Péchon de Rubis, Claudine Nedelec et Romain Weber? Je pensais par exemple à son lexique. Alors, qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Il nous en reste, comme on disait, une part du vocabulaire qui est dans aujourd'hui, enfin très peu, mais quand même un petit peu, qui est resté dans le lexique. Hein, par exemple je disais minois, maquillé, cambriolé. Non, ça c'est pas dans Péchon, c'est plus large. Dans Péchon, moi j'ai repéré fouille pour poche. Oui. On ne voit rien dans les fouilles. Alors c'est souvent du vocabulaire qui peut être passif, qui se dit plus beaucoup, mais qu'on comprend encore. Mésis pour mésigue, pour moi. Il y a quille pour les jambes. En avoir plein les quilles, être fatigué, ça peut encore se comprendre aujourd'hui. Ou rond pour l'argent, j'ai pas un rond. Tronche pour tête. Je crois que c'est à peu près ce qui reste des 200 mots qui sont dans le texte. 200 mots globaux, c'est-à-dire lexique plus ceux qui sont disséminés dans le texte. Ça fait pas énorme, mais quand même. Et dont il ne donne pas forcément la traduction. Claudine Nedelec, Romain Weber, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission que je vous laisse terminer entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Merci. En tout cas, ce qui nous reste, c'est de la matière à moudre pour les fouilleurs de textes étranges comme nous. Toujours, je pense que la magie de la racaille joue toujours dans la littérature. Ça a un attrait. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas parlé plus de la situation, mais bon, ce sera une autre fois, la situation des pauvres aujourd'hui, qui est toujours permanente. Je le vois dans le fait que depuis maintenant des décennies, on montre de nouveau des bons pauvres et des mauvais, les mauvais étant ceux qui fraudent et qui font le trou de la sécurité sociale, à part leur fraude massive, alors qu'on sait bien que les problèmes sont totalement ailleurs et que les fraudes sont infimes par rapport à d'autres problèmes de manque de cotisation. Enfin bon, c'est assez étonnant, c'est cette permanence. Ouais. La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Alain Joubert pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr.